Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ma première vidéo. On va commencer très fort en parlant de ma stratégie atypique, sur PEA. Moi, c'est donc pour me présenter rapidement Mathieu, j'ai 25 ans, j'investis depuis 7 ans. La bourse, ça fait à peu près 4 ans que j'investis pleinement, notamment sur des ETF. Et donc là, en fait, je suis arrivé à la comment? À l'atteinte, bientôt de mon plafond sur PEA, donc les 150 000 euros. Donc je suis hyper content. L'objectif de la vidéo, c'est pas du tout de parler de ce plafond, mais c'est de parler de la conséquence de l'atteinte de ce plafond. Je vois beaucoup de vidéos qui parlent en fait de l'après PEA, l'après plafond, mais on va dire personne ne parle en réalité de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est très intéressant de s'intéresser, de justement se questionner sur où est-ce que va aller mon DCA ensuite, est-ce qu'il va aller sur compte titre, sur PEA PME, sur assurance vie, etc. Mais c'est aussi hyper important, je trouve, de réfléchir un peu à ce qu'on doit faire à l'intérieur même du PEA. Est-ce qu'il faut maximiser des choses, etc. Donc ça va être justement le sujet de la vidéo. Donc très rapidement, mon PEA, je l'ai ouvert en avril 2021. Aujourd'hui, on est donc en octobre 2024. Donc j'ai mis à peu près, si on compte, 2021, 2022, 2023 et 2024, 4 années pour le blindé. Donc je suis hyper content, c'est quelque chose d'assez dingue, hein. C'était vraiment un objectif, bon, un peu, on va dire inutile, mais quand même assez voilà, signifiant de se dire, bon bah voilà, mon PEA, il est blindé, on n'en parle plus. Après, là, je me dis, bon bah maintenant, il y a la mission de blinder le PEA PME, il y a 75 000 euros. Bon, on verra tout ça par la suite. Mais là, pour l'instant, je vais vous parler un peu justement de ma stratégie sur PEA, quels sont mes actifs actuellement et quels seront aussi mes actifs à l'avenir. Donc moi, j'ai une stratégie déjà 100% ETF. Pour être honnête, je n'ai même acheté jamais d'actions, on va dire, individuelles, sauf celles offertes par Trade Republic quand je faisais du parrainage. Mais c'est tout. Sinon, moi, j'ai jamais rien acheté. J'ai acheté que des ETF et aussi des fonds actifs au début quand j'ai ouvert une assurance vie dans une banque physique, hein. On fait tous ces premières petites erreurs qui sont d'ailleurs très mineures, hein. C'est pas la question en fait de faire des erreurs, c'est savoir aussi l'ampleur de ces erreurs qui là en fait sont très petites. Et même une personne qui se lance sur PEA, sur un courtier par exemple physique ou une banque physique, mais en fait juste le fait de se lancer, ça va lui servir bien plus que d'avoir fait cette erreur d'investir sur une banque physique avec des frais. C'est surtout en fait quelqu'un qui se trompe comme ça durant 40 ans qui en paiera lourdement le prix. Mais bon voilà, donc si vous voulez là-dessus, moi, niveau actif, je vais vous le montrer. Donc c'est tout simplement des ETF qui recomposent le MSCI World. Au début, j'avais commencé avec ces trois-là. Donc j'avais le S&P 500 de chez Amundi, j'avais le Stock 600 de chez BNP Paribas et le Emerging Market de chez Amundi aussi. Par la suite, j'ai ajouté des petites capitalisations américaines avec le Russell 2000. Donc c'était un portefeuille qui est tout à fait classique. J'appelais ça donc mon cœur de portefeuille que je différencie bien de mon portefeuille satellite qui lui est composé d'actifs beaucoup plus volatiles qui en général ne sont pas éligibles au PEA, mais ça ne veut rien dire. Vous allez le voir justement. Et donc en fait, si vous voulez, là, si on passe au satellite, moi mon satellite il est composé de deux actifs. C'est un ETF Smart Beta, le World Momentum qui est uniquement disponible sur compte titre, sur mon compte titre Trade Republic, et également le MSCI USA x2 en fait, qui est éligible au PEA, mais avec des prix de part qui étaient beaucoup trop élevés. Et donc, en fait, je l'avais mis au départ sur CTO, mais j'ai rapidement bifurqué sur le PEA, parce que j'ai bien compris qu'en réalité, ce PEA n'allait pas abriter mon cœur de portefeuille ou autre, mais allait abriter simplement une partie de mon portefeuille satellite une fois que je l'aurai blindé. Donc, justement, c'est tout le sujet de cette vidéo, c'est ce blindage. Alors, là-dessus, l'idée, alors je retourne dessus, voilà. Donc moi, de base, j'avais donc sur PEA, on va dire 4-5 ETF, les trois que je vous ai montrés. J'ai rajouté le Russell 2000. Par la suite, j'ai commencé à mettre du MSCI USA x2, qui avait un prix de part très très élevé. De souvenir, hein, c'était je crois 1500 ou 3000 euros. En fait, le prix de la part a été divisé par 300, ce qui l'a ramené à un prix de part très très faible il y a quelques mois. Ça fait déjà un bon 6 mois, hein, je dirais. Mais ça m'a permis vraiment de profiter de ça pour investir sur le MSCI USA x2 plus facilement, on va dire. Parce qu'avant, c'était vraiment hyper compliqué, je pense, pour tout le monde, à part ceux qui ont des DCA de 5000 euros. En fait, des personnes qui ont des DCA de 5000 euros ne vont pas trop aller longtemps sur le PEA. Parce qu'en général, le PEA, voilà, il n'y a aucun PEA qui propose actuellement, en 2024, en tout cas, de fraction de part d'ETF. Ça se trouve juste sur des comptes titres.
et également sur des assurances vie ou des PER. Mais c'est tout. Donc c'est assez embêtant, mais voilà, j'ai commencé à mettre petit à petit, et en fait j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et justement, je me suis dit, mais attends, c'est l'enveloppe qui est la plus avantageuse fiscalement. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. D'un point de vue uniquement fiscalité, c'est ce qu'il y a de plus avantageux, étant donné que la fiscalité est seulement après 5 ans de détention de 17,2% au lieu de 30% qui est la fameuse flat tax Macron. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça reste voilà l'enveloppe de prédilection. En général, les gens commencent à investir là-dessus. Et puis voilà. Donc moi, je me suis dit, ok, donc c'est l'enveloppe la plus intéressante. Mais alors, à ce moment, pourquoi ne pas mettre l'actif qui va engendrer le plus de plus-value pour justement éviter le plus d'impôts possible? Parce qu'en fait, on imagine bien que chaque euro gagné sur PEA, bah, enfin, ce sera moins fiscalisé qu'un euro gagné sur compte titre. Donc, je préfère largement avoir, s'il fallait choisir, et maximiser tout ça, optimiser, avoir les actifs les moins performants sur compte titre et les actifs les plus performants sur PEA. Et donc là, bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je mette, etc. Moi, je suis vraiment parti sur une mono-stratégie, on va dire, un seul ETF, la simplicité poussée à son paroxysme, un seul ETF qui ne représente pas du tout mon portefeuille. Mon portefeuille n'est pas du tout composé de un ou deux ETF, mais d'avoir en fait l'actif le plus intéressant. Et dans mon cas, c'est le MSCI USA x2. Ça peut totalement diverger d'une personne à une autre. Beaucoup aussi investissent sur le Nasdaq x2. Il y en a qui sont disponibles sur PEA. Donc vous pourrez très bien faire ça aussi. Moi, ce que je vous conseille en fait, c'est d'abord de mettre votre cœur de portefeuille. Et en fait, quand vous sentez que vous allez bientôt atteindre les 150 000 euros, je sais bien que c'est hyper long pour tout le monde, hein. Moi, c'est vraiment que j'ai vraiment mis mon focus dessus, puis j'ai eu plein de revenus, etc. Et ce n'est pas un héritage, hein, c'est juste le fruit de mon travail. Mais là-dessus, on va dire, c'est assez compliqué, c'est très long, ça peut prendre 10, 15 ans. Mais si par exemple vous investissez depuis 10 ans et que vous savez, vous calculez à peu près le rythme de croisière ou avec une augmentation de revenus, vous y arrivez par exemple dans 3 ans, enfin, ça peut être intéressant de commencer petit à petit à réfléchir à tout ça et de passer le cap, on va dire, en maximisant cette enveloppe comme moi je suis en train de le faire. Et donc justement, bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai bien vu la chose venir au bout d'un an, on va dire. En fait, si vous voulez, mon compte titre actuellement, enfin mon compte titre, mon PEA, est totalement disproportionné, hein, si on regarde mon portefeuille. En fait, là-dessus, ben, je vais y arriver. En fait, j'ai beaucoup de lignes, enfin j'ai surtout la ligne MSCI USA qui est totalement disproportionnée par rapport aux autres, sachant que j'ai pas ces ETF sur d'autres enveloppes, hein. Donc en fait, ça fait que je suis vraiment, on va dire, pas du tout sur la bonne allocation. Même moi, je respecte pas trop ça, sachant que moi, mon allocation de base, c'est 80% sur le cœur de portefeuille et 20% sur les satellites. Là, en fait, j'ai plus de 20% de mon enveloppe qui est sur, qui est sur du satellite, hein, parce que je dois avoir à peu près 200 000 euros en bourse. Sur les 200 000, vous voyez très bien que j'ai 88 000 qui est juste sur les MSCI USA x2 et le World Momentum qui est le deuxième ETF de mon portefeuille satellite doit représenter 12 000 euros. Donc en fait, j'ai 50% en satellite, ce qui est hyper risqué. Ça vraiment, c'est pas du tout recommandé pour une personne plus âgée ou une personne qui a une aversion au risque assez élevée. Moi, je me permets ça parce qu'en fait, je suis quand même assez jeune, je suis relativement jeune, j'ai 25 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas trop de contraintes, etc. Même si je commence à avoir un peu d'immobilier, donc quand même, il faut que je me protège. Mais voilà, j'ai quand même une situation qui est assez propice à ça. Donc j'en profite, mais j'en suis conscient. C'est ce qui est important de savoir. Voilà, c'est que j'ai vraiment un portefeuille sur Google Sheet où je traque tout ça et je vois exactement là où ça ne va pas, etc. Et après, voilà, il faut juste être conscient de ça et de la volatilité inhérente à ce type de placement. Mais voilà. Donc si vous voulez le respect, voilà, en fait le respect de la location n'est pas bonne, mais voilà, j'ai voulu petit à petit en fait bifurquer. En fait, ça fait plus d'un an même que j'investis uniquement sur les MSCI USA en me préparant justement à ça, cette rotation, parce que bah, en fait, je sais bien quand même que mine de rien, il y aura aucune fiscalité, étant donné qu'on est sur un PEA, donc c'est une enveloppe capitalisante. Si ça aurait été sur CTO, j'aurais pas du tout eu le même discours, étant donné que j'aurais été fiscalisé à chaque revente d'ETF, etc. Parce que vous allez le comprendre, forcément, toutes les autres lignes vont être revendues pour avoir une seule belle ligne avec le MSCI USA x2. Si ça aurait été sur assurance vie, sur PER, c'est pareil, ça aurait été intéressant, il n'y a pas de problème, il y aurait juste eu des frais de transaction. Et ce qui est mon cas ici, c'est qu'en fait, j'ai calculé que je vais avoir entre 300 et 400 euros de frais de transaction. Donc ça, pour les éviter, moi, tout simplement, j'attends d'avoir du parrainage, ce qui permet en fait de rembourser les frais, justement, jusqu'à hauteur de 200 euros par parrainage, donc juste à parrainer plusieurs personnes. Et je vais le faire comme ça petit à petit. Dans tous les cas, là, si je revendais tout pour mettre sur les MSCI USA, ce serait complètement de la folie parce que j'ai la majorité de mon portefeuille qui est
sur PEA. Donc en fait, c'est-à-dire que j'aurai une allocation avec plus de peut-être 80-90% en fait de ce que j'ai en bourse, qui est uniquement sur le MSCI USA x2. Et là, c'est pour moi quand même du suicide. Faudrait être assez fou, sachant que j'ai quand même déjà 20% de mon patrimoine qui est dans les cryptos en plus. Voilà, je suis déjà bien exposé, je pense. Donc voilà, un peu la chose. Pourquoi ma stratégie, etc. Sachant que le MSCI USA, il faut quand même bien creuser la chose, hein, ça se fait pas comme ça. Alors déjà, en fait, j'avais vraiment le choix, moi, quand si vous voulez, en fait, que je me suis décidé, on peut regarder un peu hein, les raisons de mon choix déjà de base, pourquoi cette ETF en satellite, etc. Et donc là-dessus, bah, moi, je suis resté sur ce choix depuis le début parce que je pense que c'est le bon. Ensuite, tout ça, ça reste que des convictions, hein. Il faut vraiment, bah, en fait, faire ses recherches et se fonder quelque chose, enfin se créer voilà des convictions, en tout cas en avoir. Donc là, si je regarde le comparatif ETF MSCI World Momentum, c'est pas celui-là, voilà, celui-ci. Donc en fait, moi, j'avais trois choix, hein, selon moi. J'en avais deux qui étaient sur PEA et un qui était sur compte titre uniquement. Donc en fait, c'est déjà quand on veut acheter un ETF, on ne compare pas l'ETF, on compare l'indice. Donc déjà, il faut se poser la question pourquoi cet indice et pas un autre. Moi, bah, j'ai réfléchi à ça. Déjà, pour avoir du levier, clairement, ça aurait été sur l'économie la plus intéressante. Le levier, si vous voulez, il est punitif à cause du bêta slippage sur des marchés qui sont baissiers ou indécis, c'est-à-dire qui sont plutôt stagnants. Et par contre, il est très amélioratif, il est très gentil, on va dire, avec des marchés haussiers. Et donc, qu'est-ce qui est le plus haussier actuellement et depuis des décennies? Bah, c'est le marché américain. Est-ce qu'il le sera à l'avenir? Ça, malheureusement, personne ne le sait. Ça reste des convictions, hein. Des convictions, c'est juste un avis personnel. Et donc là-dessus, moi, j'étais parti donc sur le marché américain. Donc déjà, ça restera. Je vais pas mettre je vais pas mettre un levier x2 sur le marché européen ou d'autres choses. Ça aurait pu être un levier x2 sur le MSCI World qui n'existe pas à ma connaissance. Mais voilà, là, je me suis dit, il faut quelque chose. Et puis attention, le Messi World, mine de rien, ok, mais il n'est pas non plus hyper performant par rapport aux États-Unis. Et je vous ai bien dit, un levier est surtout intéressant dans des marchés haussiers. Et pas très volatile, mais bon, ça, c'est assez compliqué à trouver. Vous allez voir justement que ça a quand même régi certaines de mes lois, enfin certaines de mes choix, je veux dire. Mais voilà, il faut déjà bien étudier le levier aussi. Moi, dans mon cas, quel levier est le plus intéressant? On peut voir qu'il y a différents types de leviers, hein. Il y a du x2, du x3. Pourquoi du x2? Pourquoi pas du x3? Pourquoi pas du x5, etc. Et en fait, on peut voir qu'il y a une espèce d'optimum qui se fait entre le levier x2 et x3. Donc là, chacun de choisir entre ces deux-là. Moi, je préfère quand même x2, ce qui est déjà, on va dire, contraire aux règles passives de base de se dire non mais il faut pas avoir de levier, etc. Ce qui est en effet plus risqué. Moi je mets ça sur mon satellite, hein. Attention, mon cœur de portefeuille n'est pas du tout composé de levier ou autre. Ça reste une minorité de mon portefeuille. C'est un peu comme ceux qui critiquent les cryptos en disant que ça ne vaut rien autre. D'accord, mais après mettre 3% pour un potentiel de gain énorme, ça peut s'entendre. Voilà, c'est à peu près la même chose, même si le raisonnement est pas tout à fait comparable, parce qu'on investit quand même sur les 600 plus grosses sociétés américaines. Donc c'est quand même du solide et on n'est pas du tout sur le même risque que les cryptos, mais c'était pour un peu faire un parallèle. Mais voilà, donc si vous voulez, bon là j'en vois 626 que j'avais noté, les plus grosses entreprises. De souvenirs sur la fiche ici, on en marque un peu moins. Pour moi, ouais, 593, bon l'indice a dû bouger un petit peu. Mais bon, voilà. Et donc là-dessus, une fois qu'on s'est bien renseigné là-dessus, bah, en fait, sur le levier, on peut un peu mieux comprendre ce qu'on nous propose en termes d'indices, donc sur le marché américain. Donc on a le MSCI USA avec, comme je vous le disais, 600 entreprises, on va dire, le Nasdaq 100 avec les 500 plus grosses entreprises technologiques et le S&P 500. Alors, concrètement, s'il y avait eu un S&P 500 x2 sur PEA, je l'aurais pris. Je l'aurais pris, même si le MSCI USA me rassure, étant donné qu'il est un peu moins performant que le S&P 500, mais il est un peu moins volatile aussi, tout en étant haussier. Donc ça m'a vraiment plu, cette petite polyvalence-là. Le MSCI USA, c'est vraiment, bah, c'est un bel indice, hein, franchement, c'est très très solide. Il fait autant rêver que le S&P 500, tout en étant plus diversifié et en ayant un bon Sharpe ratio, hein, c'est juste la performance sur le risque. Donc voilà. Mais malheureusement, il n'y en avait pas du tout sur PEA de S&P 500. Donc voilà, je suis parti sur la MSCI USA qui, comme je le dis, est un bon compromis. Le Nasdaq 100, pour moi, c'était même pas une discussion. Ça peut l'être parce que bah voilà, c'est encore des performances folles, hein. Si vous regardez la performance, c'est juste mais monstrueux, hein. De toute façon, vous la voyez ici, hein. Voilà les trois et deux souvenirs. Le S&P 500, c'est celui en bleu. CL2. CL2. Ah non. Non, non, non. C'est bah étonnamment, le MSCI USA performe mieux là sur le levier. Donc comme quoi, en fait, si vous voulez, là, on pourrait dire ah bah le S&P 500 est moins performant que le MSCI USA. Mais en fait, non, ça peut être le S&P 500 peut être plus performant que le MSCI USA, mais en termes de levier x2, la performance
est meilleur pour le MSCI USA x2 par rapport au S&P 500 x2. En fait, ça, c'est un truc que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, le levier, comme je vous le disais, il est punitif sur des marchés hésitants ou des marchés baissiers, mais en fait, il avantage à mort, parce que là, sur des marchés haussiers, parce que là, regardez, sur le MSCI USA classique, bon, là, il y a un petit billet, on va dire, ESG, mais là, on est sur 34% de performance. Et quand on regarde là-dessus, on pourrait se dire, bah, levier x2, c'est x2, hein, mais pas du tout, vu que la performance est remise à zéro tous les jours. Et donc là, en fait, si vous voulez, elle est à 75. Donc en fait, il y a 5-6% de plus, tout simplement parce que sur un marché haussier, le bêta slippage est avantageux pour nous. C'est pour ça que les gens qui critiquent en général, par exemple, le bêta slippage en disant, bah non, le levier n'est pas exactement, enfin, ça peut être dangereux, etc. Ça va dans les deux sens, comme beaucoup de choses. Et donc en fait, ça peut être aussi dangereux que intéressant. C'est comme un levier en banque, hein, enfin un levier bancaire pour l'immobilier. C'est très intéressant bah, parce qu'on a l'argent de la banque. Par contre, si on se foire, ça peut faire également très mal. On augmente son risque, hein, forcément, avec du levier. Donc, euh, donc voilà, mais il faut pas du tout en avoir peur du levier. Le levier dans plein de choses, c'est fait. C'est sûr que forcément faire du levier pour du court terme, etc., c'est du suicide, c'est tout. Mais quand c'est sur du long terme et que c'est bien fait, que c'est bien maîtrisé, qu'il y a des convictions, qu'il y a eu du renseignement, de la réflexion, voilà, des jours de réflexion, il faut. Mais en fait, ça se fait très bien. Et donc voilà. Donc là, j'ai bien mis courbe bleue CL2, c'est ça. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Bah, pour moi, c'est le meilleur compromis. Le Nasdaq 100 pourrait être intéressant pour certaines personnes, hein. Vous voyez, la performance, elle est juste incroyable. Moi, je trouve ça trop volatile, sachant que, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un portefeuille satellite qui représente en théorie 30%, ce qui est assez élevé. En général, on conseille pas plus de 20% pour vous dire. Et en plus de ça, bah, en fait, que j'ai déjà des cryptos, j'ai de l'immobilier, j'ai vraiment plein de choses. Et je commence à avoir une bonne surface, on va dire, financière. Et donc, ce qui fait qu'en fait, bah, petit à petit, je vais quand même pas avoir un risque identique à quelqu'un qui a, entre guillemets, que 5 000 euros, même si c'est déjà très bien. Voilà. Donc voilà un peu la chose. Pourquoi cet ETF, etc. Et bah, pourquoi je l'ai mis sur PEA, pourquoi je maximise, etc. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Après, je pourrais vous parler de ce document bah, pendant des heures, hein, parce que tout simplement, j'ai 132 pages. Bien sûr, ça concerne, bah, comme c'est noté, ma thèse d'investissement triade, donc c'est la bourse, l'immobilier, la crypto. Mais voilà, je pourrais également vous parler de ma stratégie à l'avenir sur, bah, après le plafonnement PEA, en fait, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire en dehors de l'enveloppe PEA? Est-ce que je vais m'intéresser au PEA, PME, au CTO, à l'assurance vie, etc. Donc voilà. Et là, vous pouvez d'ailleurs voir, c'est hyper important de s'auto-critiquer son portefeuille et de voir un peu toutes les alternatives possibles. Simplement, c'est pour se challenger, hein, pour voir un peu si on est sûr de ses décisions et sûr de ses positions sur la durée, parce que comme vous pouvez le voir, moi je m'étais toujours entêté à dire je changerai jamais rien, mais en fait vous voyez très bien que en fait l'investissement c'est un art, c'est pas du tout une science exacte, c'est pas des critères objectifs, en général c'est subjectif. On a plein de données, etc., qui nous permettent quand même de mieux juger. À la fin, c'est nous qui décidons et malheureusement, bah, on pourra rien y faire. On est subjectif, on change des choses, etc. On rajoute des ETF, on en enlève. Moi, dans mon cas, bah, vous allez voir, en fait, je vais revendre ça. Ça aurait été encore impensable il y a 3 ans. Mais en fait, simplement, là, faut se dire, quand je revends, c'est pour avoir c'est pour avoir un actif qui se ressemble énormément. Donc, c'est pas une perte ou autre. En plus de ça, on est sur une enveloppe capitalisante. Enfin, il n'y a aucun souci. Mais voilà, tout ça, ça évolue. Ça évolue, bah, selon les contextes, on va dire, d'enveloppe, etc. Comme dans mon cas, là, où en fait, je suis plafonné. Donc, il faut bien que je m'adapte, hein. Ma stratégie change totalement. Donc, voilà. Bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop saoulé et que voilà, vous voudrez bien me revoir d'autres fois. Donc n'hésitez pas à me voilà laisser des petits commentaires ou autres pour vous dire, enfin pour me dire justement ce que vous en avez pensé, que ce soit sur ma stratégie, sur la vidéo, sur des sujets de vidéo. Enfin vraiment, lâchez-vous comme vous voulez. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, moi sinon je suis notamment actif sur Instagram, je suis pas du tout sur TikTok, sur Twitter, enfin sur X ou autre. Je suis vraiment actif uniquement sur Instagram. Dessus, je partage un peu ma vie d'investisseur, que ce soit en termes de bourse, de crypto, mais surtout d'immobilier. Il y a plein de choses intéressantes, donc voilà, n'hésitez pas. Tout ça, c'est en bas de la description, donc vous pouvez cliquer. Et puis voilà, on se retrouve à une prochaine. Salut à tous.